ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopalamela ya kopalamela. Je vais vous dire pourquoi j'ai été heureux. J'ai regardé comment il allait réagir et j'ai vu ce jeune s'arrêter et redresser les épaules et avancer vers Cohen. Ce jeune a avancé vers lui. Il dit jamais je ne sors. Il a dit va appeler la police. Pour mon pays, je meurs. Je n'accepte pas que le Rwandais vienne parler de mon pays ici aux États-Unis. Ça veut dire que là, ce garçon a poignardé la stratégie du chaos constructeur. Et regardez la réaction de Cohen. Quand ce garçon s'est dressé, Cohen s'est rétracté dans son coin et il est resté immobile. Je demande à mes frères congolais, nous devons appeler le peuple à un soulèvement populaire pour rapidement, avant 2016, mettre fin à ce processus d'occupation pour qu'enfin nous puissions alors maintenant préparer les conditions d'une véritable élection. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir selon le lieu où vous nous recevez en ce moment. Bienvenue à nos médias patriotiques. Vous le savez, qu'au regard de la situation chaotique que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, il y a plus d'une décennie, et surtout face aux enjeux qui menacent son intégrité et sa survie en tant qu'État, nombreux sont des Congolais et les amis du Congo qui veulent bien être valablement informés, surtout sur les sujets brûlants de l'heure. Alors, suite aux demandes pressantes des Congolais, ceux de la diaspora et surtout aussi ceux du pays, nous avons jugé impérieux de solliciter un entretien à bâton rompu avec un homme politique qui aujourd'hui incarne les aspirations profondes du peuple congolais pour sa libération totale du jour de l'occupation. Il a bien accepté de briser le silence qu'il a dû observer tout récemment, durant les mois écoulés, afin qu'il puisse, tant soit peu, répondre à nos questions et surtout donner certaines orientations relatives au combat qu'il mène sans répit à côté du peuple congolais pour la libération du pays sous occupation et sous tutelle étrangère. Cet homme, c'est bel et bien Honoré Mbanda Isamboko Atumba, le père de la résistance congolaise et le président national de la PARECO. Monsieur le président national, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation malgré vos multiples occupations. Bienvenue sur Média Patriotique. Bonjour Grégoire. Merci Excellence d'avoir accepté l'invitation. Je ne suis pas seul pour animer ou réaliser cet entretien. Je suis rejoint du côté, de l'autre côté bien sûr de la Manche, du côté de Paris, par mon confrère Kerwin Maïzo. Kerwin, bonjour. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Monsieur le Président, avant que nous n'entrions dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je voudrais un peu savoir comment vous vous portez. Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président, passons à l'un des thèmes que nous avons prévus aujourd'hui. C'est à propos de la situation qui prévaut à l'est de notre pays, qui concerne bien sûr le dossier FDLR. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se cache derrière l'attitude du gouvernement congolais face à ces FDLR, et que dire même de l'attitude ou de l'attitude de la communauté internationale sur ce dossier, notamment à travers la MONUSCO dans notre pays? Merci Grégoire pour cette invitation. Merci aussi à Kerwin. Je pense que j'aimerais d'abord attirer votre attention sur un phénomène. J'aimerais d'abord insister sur le rôle de la communauté internationale quand vous me posez la question sur le rôle de l'ONU dans tout cela. Vous savez, vous me donnez l'occasion de vous rappeler un élément important que nous avons
développé dans notre dernier livre que nous vous avons sorti, Stratégie du chaos et du mensonge. Dans le dernier chapitre à la page 600, à partir de la page 600, nous avons développé une théorie que peut-être qui échappe encore à l'attention de beaucoup de Congolais et de beaucoup d'Africains. Il s'agit de la stratégie du chaos constructeur. Si les Africains, et particulièrement les Congolais, ne comprennent pas l'importance de cette stratégie du chaos constructeur, eh bien nous irons directement vers notre propre ruine. Il s'agit de quoi? Nous devons comprendre, nous les Congolais en particulier, que les puissances occidentales aujourd'hui ne sont pas intéressées à ce qu'il émerge en Afrique, et particulièrement en Afrique au-dessus du Sahara, un État fort, un État riche, des États stables. Alors, il se développe une stratégie pour instaurer le chaos. Regardez ce qui s'est passé en Égypte, regardez ce qui s'est passé en Libye, regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Et regardez surtout ce qui se passe en République démocratique du Congo depuis 17 ans. Il s'agit du développement du chaos qui est savamment entretenu pour affaiblir les structures de l'État de façon à en faire un non-État ou au moins un État failli, comme c'est le cas au Congo aujourd'hui. C'est un État failli. Mais tout en maintenant le Congo dans son rôle de coffre-fort, c'est-à-dire de vache à lait ou de poule pondeuse. Mais il faut comprendre que ce sont des œufs, les œufs d'or. Et dans cette stratégie, on voudrait un État non failli et mis sous tutelle. Alors, le développement de cette politique va conduire à l'émergence d'un ordre nouveau. Cet ordre nouveau va annihiler le peuple congolais lui-même. Il en sortira simplement une minorité des occupants, des Rwandais, d'une nouvelle classe dirigée, composée des Rwandais et de quelques collabos congolais qui participeront réellement au contrôle de tout le système de notre pays. Je vous invite à relire ou à lire, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ce dernier chapitre où nous résumons cette stratégie. Quand vous comprenez cela, alors vous pourrez comprendre les explications de ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays. Les États-Unis, l'Europe, le Rwanda, l'Ouganda et le pouvoir d'occupation qui est à Kinshasa, tous ces gens n'ont pas intérêt à ce que les FDRL disparaissent. Ils n'ont pas intérêt à ce que la République démocratique du Congo ait un État fort, un État riche, un État stable. Ils ont intérêt à créer et à développer le chaos. Si nous, les Congolais, si la classe politique congolaise ne comprend pas cette réalité, alors nous allons vers notre propre destruction. C'est ça la stratégie du chaos constructeur. Les FDRL. Mais la communauté internationale à Addis Abeba a décidé la création de brigades spéciales d'intervention. C'était pour neutraliser les FDRL. On vous a fait venir des drones à l'est du pays. C'est pour localiser ces forces négatives. On a donné un ultimatum final au FDRL. Cet ultimatum est passé. Et maintenant, au moment où l'ONU devrait frapper,
Kanambe, qui est aussi un autre maillon de cette nébuleuse de la stratégie du chaos constructeur, dit aux autres, maintenant laissez-moi, je vais régler cette affaire seul. Quand Kanambe dit qu'il va régler l'affaire des FDLR seul, ça veut dire qu'il va régler ça avec les FARDC. Mais qui dit FARDC aujourd'hui? L'armée congolaise aujourd'hui, surtout à l'est du pays, mais dit l'armée rwandaise. Parce que l'armée congolaise à l'est est dirigée par les officiers supérieurs rwandais. C'est eux qui vont s'occuper de ce problème. Or, le Rwanda, depuis le début, a besoin de la présence des FDLR parce que c'est ça toute la stratégie qui permet, c'est un élément principal du chaos, de la stratégie du chaos constructeur qui a fait que depuis 1996, ils ont pris prétexte pour créer le chaos chez nous. Et il faut que les FDLR soient là pour justifier le chaos chez nous. Ni les États-Unis, ni la MONUC, ni personne. Voilà pourquoi j'ai dit, pour répondre à cette question, je vous rappelle cette stratégie du chaos constructeur que les Congolais doivent intérioriser. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous allons toujours développer ce complexe du larbin qui consiste à aller vers notre propre bourreau pour demander qu'il puisse venir à notre aide. Alors maintenant, très brièvement, à l'est du pays, je peux vous dire aujourd'hui que la situation n'a jamais été aussi explosive que maintenant. Et je sais de quoi je parle. Parce qu'au moment où nous parlons, les fameux FDLR, ils se sont regroupés. Ils sont bien armés. Mais ils ne sont pas seuls. À l'est de notre pays, il y a le M23, soutenu par l'Ouganda et par le Rwanda. Ils sont au Rwanda, ils préparent l'invasion de notre pays de nouveau. Mais ce qui est plus grave, c'est l'ADF Nalu qu'on nous a présenté jusqu'ici comme étant les rebelles ougandais. Mais ces gens, aujourd'hui, on nous dit qu'à l'intérieur de l'ADF Nalu, il y a maintenant une mouvance islamique qui serait en contact avec les djihadistes au Kenya et en Somalie. Vous voyez déjà la configuration de cette nébuleuse. Donc maintenant, nous devons nous préparer à un nouveau Boko Haram à l'est de notre pays, avec toutes les conséquences que cela comporte. C'est sérieux et c'est dangereux pour notre pays. Et en plus de cela, mes frères de l'opposition politique qui me rabâchent les oreilles pour dire « Mbanda, venez, on combat de l'intérieur ». Je ne sais pas quel combat ils mènent de l'intérieur. Parce que les réalités du danger qui est à l'extérieur, personne ne s'en occupe. Moi, je suis en contact avec les chefs coutumiers à l'est du pays. Ils m'ont envoyé des éléments et je vois même, on m'a fait rapport qu'un des journaux commence à en parler. Toujours la communauté internationale dont vous me parlez, la MONUSCO. Au sein de la MONUSCO, des casques bleus qu'il y a là-bas, il y a des troupes pakistanaises. Mais on apprend que les Pakistanais qui sont là-bas, des musulmans, des casques bleus pakistanais musulmans, construisent maintenant des mosquées dans les arrière-pays de nos régions. Ils donnent des bourses d'études, des bourses aux enfants qui vont à l'étranger pour des formations, on ne sait où. Et on ne sait pas où ils vont faire cette formation, dans quel pays, quel type de formation, et que vont-ils nous revenir
cela, on forme une sorte, n'est-ce pas, d'une bombe qui se prépare pour nous demain. Et tout cela parce qu'il y a l'absence de l'État. Alors, si nous continuons à dire la communauté internationale, qu'est-ce qui va arriver? Que ce soit la communauté internationale, que ce soit le Tutsi Power au pouvoir à Kinshasa, que ce soit le Rwanda, que ce soit le Burundi, que ce soit les capitales occidentales, tous ces gens n'ont pas intérêt que le Zaïre, la République démocratique du Congo aujourd'hui, se redresse et soit un État fort, un État dirigé par les Congolais au cœur de l'Afrique. Voilà la vérité. Merci beaucoup. Merci, merci Excellence Monsieur le Président pour votre réponse. On ne peut plus clair. Là, je passe la parole à mon confrère Kerwin Maïzo. Kerwin, vous avez le micro. Oui, après cette réponse par rapport à la question FDLR, cela montre que le pays va mal. À Kinshasa, si à l'Est, il y a des bruits des bottes depuis une vingtaine d'années, à Kinshasa, on parle beaucoup plus d'élections. Donc après la publication de la loi électorale et du calendrier électoral, on a remarqué une espèce de branle-bas des combats au niveau de la classe politique. Les politiciens se positionnent pour d'éventuelles élections qui pourraient se tenir d'ici 2016 au Congo, notamment les élections présidentielles et législatives. Alors, la position de M. Honoré Mbanda par rapport aux élections est suffisamment connue. C'est, s'il faut qu'il y ait des élections au Congo, il faut qu'un certain nombre de préalables soient remplis. Alors, la question que je m'en vais vous poser est celle de savoir, quand on observe l'échiquier politique actuel, on a comme l'impression que le train des élections a pris sa vitesse de croisière. S'opposer à cela, c'est comme Don Quichotte qui s'oppose, qui se bat contre des moulins à vent. Quelle est votre position par rapport à tous ces branle-bas des combats vis-à-vis des élections qu'on remarque actuellement au niveau de la classe politique? Merci Kerwin pour votre question. Elle est directe et vous me permettrez d'être aussi direct et d'être un peu patient avec moi parce que j'aimerais insister sur un point là-dessus. Vous savez, mon frère, le problème du Congo, ce n'est pas d'être contre les élections, Kerwin. Vous êtes un intellectuel. Les Congolais ont toujours voté. Mais les Congolais n'ont jamais élu leurs dirigeants. Vous êtes un intellectuel, je crois que vous faites la différence entre ce que j'ai dit. Les Congolais ont toujours été aux urnes. Ça, c'est l'acte de voter. Quand on va voter les députés, les électeurs vont, ils votent les députés aux urnes. Mais ceux qui sortent des urnes, ce ne sont pas les gens votés, ce sont des élus. Mais les Congolais, ils votent. Mais les élus qui sortent des urnes, ce ne sont pas les gens que les Congolais sont allés voter. C'est ça la réalité au Congo. On parle des élections, mais soyons quand même des gens, ayant un peu de mémoire. Le problème du Congo aujourd'hui, parce que quand j'entends tous mes compatriotes congolais de l'opposition dire non, cette fois-ci on va faire pour gagner les élections, on va faire tout, on va s'unir, on va maintenant contrôler, il y aura des contrôles et ceci. Mais je trouve ça, excusez-moi le mot, un peu enfantin et ridicule. C'est comme si nous sommes frappés d'amnésie parce que en 2006, mais le candidat congolais avait gagné les élections. Jean-Pierre Bemba avait gagné les élections. En 2011, le candidat congolais Étienne Tshisekedi, il avait gagné les élections. Le problème n'a jamais été celui de gagner les élections. Le problème a toujours été, est-ce que celui qui a gagné les élections, c'est celui-là qui va être élu? Ça n'a jamais été le cas. Mais on doit se poser la question, mais pourquoi? C'est parce que le pays, notre pays, est sous un système d'occupation. Les élections ne seront jamais libres.
un occupant ne peut jamais organiser les élections. C'est là la réalité que nous vivons. Et le problème qui est là, Kervin, permettez-moi de faire un peu marche arrière. C'est qu'aujourd'hui, au lieu que nous, les Congolais, nous puissions voir le problème en face, pour dire, voilà, nous allons régler nos problèmes entre nous, prendre le taureau par la corne. Mais les Congolais souffrent de ce qu'on appelle du complexe du larbin. C'est-à-dire le bourreau qui est en train de vous détruire. C'est vers lui que vous allez solliciter le secours. Vous savez, une grande figure de la résistance contre l'apartheid, Steve Biko, il a dit « La plus puissante arme entre les mains de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. » Et c'est ce qui arrive en République démocratique du Congo. La puissante arme dont disposent aujourd'hui nos ennemis, c'est notre propre mentalité. Regardez, quand moi je dis que le pays est occupé, que ceux qui aujourd'hui dirigent la communauté internationale, c'est eux qui ont armé ceux qui sont en train de diriger le Congo aujourd'hui. Kerwin, moi j'ai été en Afrique du Sud au mois de février 1997, 97 pour les Belgicains. En 1997, le 21 février, j'ai eu un débat à Pretoria en face de la délégation américaine composée de George Moose, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines sortant, Susan Rice, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines entrant, et le sénateur Wolpe. J'étais allé pour rencontrer Laurent Désiré Kabila, qui était le chef, soi-disant chef de la rébellion AFDL, pour préparer une rencontre entre lui et le président Mobutu. Cette rencontre a échoué parce qu'il y a eu une imprudence, mais après on a compris que ce n'était pas une imprudence du président Mandela, mais c'était un montage avec les Américains pour saboter cette rencontre. Et j'ai été obligé de me retrouver face aux Américains. Je leur ai posé la question, je ne suis venu discuter avec le Congolais qui mène la rébellion. Ils ont dit non, vous discutez avec nous. Devant Thabo Mbeki, j'ai dit, avant de discuter avec vous, vous me dites quel est votre rôle et en quelle qualité je dois débattre de ce problème de mon pays avec vous. Ils ont été obligés de téléphoner à Washington pour me donner la réponse finale. À la fin, ils m'ont dit, nous avons été autorisés de vous dire que c'est nous qui menons la guerre. Kerwin, je n'ai pas caché cela. Je n'ai pas gardé cela. J'ai mis ça dans mon livre que j'ai en main ici. Ainsi sonne le glas. J'ai mis ça dans ce livre à la page 233 et 239. Je l'ai mis. Ainsi sonne le glas. Pour que mes frères sachent que demain ils pourraient dire, ah Mbanda, toi tu savais que les Américains, vous avez dit que c'est eux qui menaient la guerre et vous avez caché. J'ai mis ça par écrit depuis 1997, ça fait 17 ans aujourd'hui. Une semaine après, le 28 février, les mêmes Américains, dans le même débat, ils m'ont dit, et c'est de la bouche de George Moose, Monsieur Mbanda, si Mobutu n'accepte pas les conditions que nous lui posons, comptez bien dans 2 semaines, Kisangani tombera.
Nous étions le 28 février 1997. Vous êtes journaliste, Kervin, cherchez la date à laquelle Kisangani est tombé et calculez. 2 semaines après, Kisangani est tombé. Et il avait dit, si Kisangani tombe, après, Badolite tombera. Et quand Badolite tombera, nous détruirons les tombes de la femme de Mobutu et de ses enfants. Et lui qui est malade, il ne survivra pas à ce choc-là. Je ferme la parenthèse pour montrer que pour moi, ces gens s'étaient dévoilés clairement que c'est eux qui menaient la guerre. Ce sont les mêmes personnes qui ont tué Laurent Désiré Kabila en 98. Dans la stratégie du chaos constructeur, ils ne pouvaient pas permettre à un Congolais, même en 98, quand ils ont chassé Mobutu en 97, ils n'ont pas Étienne Tshisekedi qui était l'opposant que eux avaient soutenu pendant des années. Il était là, ils ne l'ont pas pris. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Tshisekedi est congolais et une fois un Congolais à la tête, et comme c'est quelqu'un qui est dur, il ne répond pas aux critères du chaos constructeur. Tshisekedi ne deviendra jamais responsable au Congo parce qu'il ne répond pas au profil d'un dirigeant de chaos constructeur. Ils ont échoué ils ont réussi pour Tshisekedi, mais ils ne réussiront pas pour tout le monde. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, s'ils nous ont mis Kanambe là où il est, ils feront tout pour le maintenir là où il est. Ne croyez pas qu'ils sont ignorants de tout ce qui se passe. En 2006, nous avions eu des preuves. L'ONU avait participé au trucage des élections. Il avait même aidé Kamere à l'est du pays dans le transport des Rwandais pour les changer, les transporter de bureau en bureau. C'était avec les véhicules de l'ONU à l'époque. On le sait. Dans le Katanga, que Katumbi lui-même a reconnu dernièrement dans sa confession, avant de faire marche arrière et de faire de nouveau allégeance, qu'il avait participé au trucage des élections. Alors, la réalité est là que les prédateurs qui sont chez nous ne nous permettront pas de nous organiser par la voie des élections pour pouvoir accéder à la démocratie, à la libération de notre pays. Le pays est occupé. J'ai sorti, Kervin, un résumé de mon enquête de 30 pages. Dans ce résumé, je montrais que l'armée est occupée par le Rwanda. La police par le Rwanda, les services de sécurité occupés par le Rwanda. Tout le circuit économique, financier de notre pays est contrôlé par les Rwandais. Supposons même aujourd'hui que par un suprême miracle, on accepte qu'un Congolais sorte comme président. Eh bien, vous savez très bien, mes chers frères, vous êtes en Europe. Quand un chef d'État est élu, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, il n'est pas encore président. Il y a un président qui continue à exercer jusqu'au jour où il y a passation. Et quand il y a passation, c'est qu'on lui passe l'impérium, c'est-à-dire le commandement des forces armées, de la police, de la sécurité, du gouvernement et des institutions du pays.
Mais dans la situation actuelle, j'ai sorti le résumé de mon enquête. J'ai attendu pour qu'un seul Congolais ou un Rwandais puisse dire « Mbanda, la page telle, ce que vous avez dit est faux. À la page telle, ce que vous avez dit est faux. » Je n'ai pas encore reçu une seule contestation. Parce que je sais, ce n'est qu'un résumé. Le travail est de plus de 300 pages dont je dispose. Alors aujourd'hui, un Congolais qui serait élu dans ces conditions-là, il n'a que deux choix. Kervin, ce Congolais n'a que deux choix. Ou il se met sous les ordres du véritable pouvoir d'occupation qui est sur place. Parce que Kanambe n'est qu'un maillon. Kanambe peut partir. Mais tous ces systèmes que j'ai décrits dans mon document là, ce système est en place. Alors, le chef d'État congolais qui serait élu aujourd'hui, supposons par miracle qu'il soit élu, supposons, ce qui n'est pas le cas, mais supposons qu'il soit élu, il va commander ce pays comment? Il n'a que deux choix. Ou il se soumet aux structures rwandaises qui contrôlent le pays aujourd'hui, ou il est exécuté. Et on revient à la case départ. Mais si nous n'avons, c'est pour cette raison que j'ai dit, nous n'avons maintenant qu'une seule voie. Je le dis très haut. Nous devons faire la révolution. Nous devons prendre le peuple congolais, le mettre debout, ce qui reste de notre armée, de notre police, de notre sécurité, les mettre tous debout pour bouter dehors cette structure étrangère qu'on nous a mis. Nous ne sommes pas contre les étrangers. L'Occident, nous avons besoin de l'Occident parce qu'il a la technologie, mais nous avons la matière première. Ce n'est pas tout l'Occident parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de lobbies en Occident qui sont contre cette prédation qui se fait en Afrique. Donc ici, il ne s'agit pas de dire que Honoré Mbanda est contre les Occidentaux ou contre... Non, il ne s'agit pas de ça. Je m'insurge contre les lobbies, les multinationales, les lobbies politiques. Aujourd'hui, Kervin, quand on a attaqué, et je termine par là, quand on a attaqué d'autres pays en 1996, qui a financé l'opération de AFDLR, de AFDL, de Laurent Désiré Kabila. C'est Mineral Field. Vous savez qui est le patron du Mineral Field? C'est Bull. C'est Monsieur Bull. Et Bull, c'est l'ami intime de Bill Clinton. Il a signé un protocole d'accord de 1 milliard, pour un protocole d'accord de 1 milliard avec Laurent Désiré Kabila comme rebelle. Il a sorti 50 millions de dollars qu'il a mis pour financer les opérations. Le jet que Laurent Désiré Kabila utilisait, c'était le jet de Bull. De Jean Bull qu'il avait mis à sa disposition pour les déplacements. Donc, les faits sont là. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont liquidé Laurent Désiré Kabila quand il n'a pas voulu se mettre au pas. Et ce sont les mêmes personnes, ils ont dit on ne peut pas aller chercher quelqu'un de fort, il faut aller chercher un étranger, un pêcheur, un taximan, le mettre là, quelqu'un qui n'a jamais vu de signataire, qui n'a jamais été directeur, il n'a même pas été inspecteur ni quoi, et on le met en tête. C'est ça la stratégie du chaos comme le constructeur, c'est pour créer le chaos, comme on a fait en Libye aujourd'hui, comme on a fait en Égypte, pour qu'ils puissent mettre le pays sous tutelle, comme ils l'ont déjà fait, et pour que si nous, on ne fait rien, et demain, c'est nous qui perdrons le pays. Merci beaucoup, Kevin. Voilà, là, ça m'inspire vraiment deux sous-petites questions. Vous avez parlé de la théorie du chaos constructeur.
Et vous avez parlé aussi d'un pays sous occupation. Alors, que peut cacher ou que peut signifier, quelle analyse faites-vous du découpage territorial qui vient de s'effectuer dans un pays sous occupation et par rapport à cette théorie de la stratégie du chaos? Kelvin, d'abord le découpage. Aujourd'hui, le pays n'est même pas stable. Et le découpage a été décidé, ce découpage qu'ils ont étudié, c'était dans l'armoire. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas de moyens et que le pays n'était pas stable. Aujourd'hui, au moment où, à l'est du pays, la situation, comme je viens de vous décrire, est des plus menaçantes, on vous dit tout de suite là, on sort comme par la baguette magique la décision d'application du découpage. La vérité, c'est que je sais, c'est que c'est l'une des recettes de Bochab qu'il a trouvé pour présenter à son chef Kanambe pour exfiltrer Moïse Katumbi. Cette décision, si bonne ou mauvaise soit-elle, mais c'est le moment et l'intention qui comptent en politique. Je sais, moi, et je vous le dis en connaissance de cause, que cette décision a été remise sur la table, ce dossier a été remis sur la table pour l'unique but de neutraliser Moïse Katumbi en créant, en appliquant, ne fût-ce qu'avec les faits d'annonce de découpage, on va lui priver maintenant le contrôle de tout le Katanga. Voilà la vérité. Et aujourd'hui, tout cela entre, mon jeune frère, dans cette stratégie du chaos constructeur. Parce que Kanambe sait très bien qu'il n'a pas les moyens, ni matériels, ni financiers, d'appliquer cette mesure aujourd'hui. Ça va provoquer le chaos, ça va augmenter le chaos, ça va créer des divisions, ça va créer des tensions dans les régions et ça va encore augmenter, disons, la tension du chaos dans le pays et permettre à eux d'atteindre leur but. C'est tout simplement ça. J'ai pas beaucoup de commentaires à faire sur ça, mon frère. Il y a là l'intention qui est claire et nette, c'est l'intention d'augmenter le chaos pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Alors là, vous sous-entendez, pas vous sous-entendez, mais votre réponse suggère que M. Kabila, qui est au pouvoir, n'exprime pas des velléités de partir pacifiquement du pays. Si je comprends bien tous les développements que vous venez de faire. Kelvin, je vais vous dire sincèrement ceci, mon frère. Il n'y a que les naïfs, et permettez-moi le terme, un peu peut-être les idiots, qui peuvent penser que Kanambe est sincère et qu'il va se retirer. Est-ce que vous avez déjà vu une promesse que Kanambe a faite depuis qu'il est là et qu'il a tenue? Vous pouvez m'en citer une seule? Les web téléspectateurs vont eux-mêmes chercher. Pardon? Je dis les web téléspectateurs vont chercher et trouver s'il y a des promesses qu'il a tenues ou pas. J'aimerais bien quelqu'un qui n'a jamais fait de promesses et qui les a tenues. Il ne tient aucune promesse. Combien de fois il n'a pas dit aux Congolais, je vais faire ceci bientôt, et les Congolais ont attendu 1 an, 2 ans, sans que ça ne vienne. Les 5 chantiers, vous avez vu où ça se trouve? Les boulevards qu'on a promis, vous avez vu où ça se trouve? C'est ça le problème. Et on est en train d'embobiner les Congolais avec la reconstruction de l'armée nationale que l'on chante depuis 10 ans. Vous savez où se trouve cette armée nationale? Je vous ai sorti la structure de l'armée nationale. C'est l'armée rwandaise. La police nationale, c'est la police rwandaise.
Alors de quelle promesse parlez-vous, mon frère? On veut endormir les Congolais et les Congolais sont conscients, ils se laissent endormir. C'est ça le drame. Alors, avant de passer la parole, disons, de remettre le micro à Grégoire Ouattoupa, j'ai une question qui me vient comme ça à l'esprit. D'ailleurs, lors de votre développement, vous avez cité son nom, Jean-Pierre Bemba. À l'époque, on l'appelait d'ailleurs Bulldog. Parce que l'objectif, c'est, quand on vous suit régulièrement, c'est de faire partir. Et Kabila, disons, vous l'appelez Kanambe, moi j'emploie le mot, je vais dire, officiel, le nom officiel, Kabila. Donc l'objectif, c'est de faire partir Kabila et de démanteler tous les systèmes d'occupation. Alors, à l'époque, en 2006, vous avez cité son nom en disant c'est lui qui a gagné aux élections, et les Chinois l'appelaient Bulldog. Autrement dit, quelqu'un qui peut militairement vaincre Kabila. Alors, il a été arrêté par la Cour pénale internationale, incarcéré depuis un certain nombre d'années. Le procès a eu lieu et le verdict sera rendu un de ces 4 matins. Avez-vous des éléments qui, sans vous demander de lire dans une boule de cristal, avez-vous des éléments qui peuvent nous indiquer si, selon vous, il peut être libérable ou s'il va rester en prison? Et ensuite, s'il est libéré, hein, au cas où, prenons cette hypothèse, qu'il soit libéré, peut-il changer la donne au Congo? Et après, ça sera à Grégoire de reprendre le micro. Ah oui, merci bien, Kelvin. Je vais essayer d'être bref à cette question. Que je souhaite de tout mon cœur que mon jeune frère Jean-Pierre Bemba sorte de là où il est. C'est mon souhait, parce que je sais que la raison, la cause pour laquelle on le met là-bas est injuste. Si on l'avait accusé pour autre chose, oui. Peu importe. Mais nous parlons maintenant de la politique de mon pays. Je ne crois pas que la sortie de Jean-Pierre Bemba en soi, tout simplement comme cela, soit une donne. Non. C'est ce que lui fera de sa sortie. À sa sortie, va-t-il rejoindre la mangeoire ou aura-t-il tiré les leçons de tout ce qui s'est passé pour rejoindre la résistance? C'est là toute la question que je pose pour moi. Mais je vous dis simplement ceci. De tous ceux qui parlent élection aujourd'hui, il n'y a personne, alors personne, qui dispose et qui disposera encore des atouts qu'avait Jean-Pierre Bemba en 2006. Parce que même si Jean-Pierre Bemba sort aujourd'hui et regagne le pays, s'il décide de regagner le pays pour entrer dans le système, alors il perdra tout. Parce qu'il n'a plus les atouts qu'il avait en 2006. En 2006, lorsqu'il avait gagné les élections, il avait une armée, son armée à sa disposition. C'est un atout qu'aucun autre Congolais n'a jusqu'ici. Jean-Pierre Bemba avait son armée, une puissante armée à l'intérieur de Kinshasa. Et c'est en ce moment-là que devaient se jouer les grands enjeux. Et j'ai eu à donner mon point de vue, parce que quand Jean-Pierre Bemba m'avait rencontré à Paris, je lui avais donné mon point de vue. J'ai dit, Jean-Pierre, vous gagnerez les élections si je n'accepte pas le processus électoral, parce que je sais que vous allez gagner les élections.
mais avec la communauté internationale qui est derrière le petit Rwandais qui est au pays, ils ne vous donneront pas le pouvoir. Il m'a dit, papa, dans ces conditions-là, nous réglerons les problèmes sur place parce que j'ai mes hommes sur place. Je ne me laisserai pas faire. J'ai dit, dans ces conditions-là, alors je vous laisse partir et je vous soutiendrai sans m'impliquer dans le processus. Mais quand ce moment-là était arrivé, dommage, il n'a pas agi. Et comme on dit, la politique, c'est l'art du moment. La politique, c'est comme l'agriculture. Il faut cueillir le fruit quand il est mûr. Si vous le cueillez avant, il n'est pas mûr. Si vous le cueillez après, il n'est plus mûr. Il est déjà pourri. Merci beaucoup. Voilà, merci Kerwin. Comme nous sommes en train de gérer en même temps la technique, merci Monsieur le Président pour ces réponses. Moi, je passe à un autre sujet que nous avons prévu aujourd'hui. C'est à propos de la vidéo que Vital Kamerhe, le président de l'UNC, vient de réaliser avec nos confrères du côté des États-Unis. Dans cette vidéo, Kamerhe est revenu sur plusieurs points. Votre rencontre à Lomé, il a carrément renié qu'il n'est pas de nationalité rwandaise. Plusieurs sujets, bien sûr, qu'il a évoqués. Mais je voudrais un peu que vous puissiez nous donner un peu de précision sur ce dossier, parce que Kamerhe semble n'est pas, jusqu'à aujourd'hui, exhiber l'arbre généalogique que vous-même vous lui avez demandé. Mais vous avez donné la réponse dans votre question, Grégoire. Mais vous savez, excusez-moi si je ris, c'est parce que ce garçon, c'est un petit rigolo, effectivement. Il me fait rire. Quand j'ai lu, il y a quelques années, les dépêches de Wikileaks, il y avait eu des fuites des dossiers de l'ambassade des États-Unis, même à Kinshasa. Et j'ai lu un passage. Je crois que vous qui êtes de la presse, vous devez vous en souvenir. Dans un passage, il a été écrit que les diplomates occidentaux à Kinshasa qualifiaient Kamerhe de menteur invétéré. Ben, bon, j'avais tiqué un peu, mais ça n'avait pas retenu mon attention. Mais depuis que il y a cette affaire, alors je me suis, depuis surtout cette rencontre, cette fameuse rencontre de 20 minutes à Lomé, quand je vois ce que ce garçon a été capable d'inventer comme épopée, je me suis dit, mon Dieu, mais les diplomates occidentaux étaient au-dessus de la vérité. Ce n'est pas un menteur, c'est un esbrouffeur. C'est un réel mythomane, c'est un problème pathologique. Le mensonge chez lui, c'est un véritable problème pathologique. Ça mérite réellement un cas de psychiatre. Mais regardez, je vais vous relever seulement deux faits parce que nous allons aujourd'hui traiter des problèmes plus importants. Je vais relever deux petits faits. Dans l'une des vidéos avant, j'avais décidé de ne pas parler de ça. Vous avez, il s'adressait aux étudiants. Il a dit aux étudiants, vous voyez, j'étais avec Nganda à Lomé, c'est lui qui m'avait demandé d'intervenir pour lui demander à rentrer. Il m'a même dit, sa maman m'admirait beaucoup, comme petit Nganda, ainsi de suite, tout ça. Il s'adressait aux étudiants. Alors là, j'ai cru tomber, je me suis dit, mon Dieu, mais je suis devant qui ici? Mais mes frères, en 1997, moi j'ai vu Kamerhe pour la première fois à Paris quand on prenait l'avion pour Lomé. Depuis que ma mère m'a mis au monde, c'était la première fois que je voyais Kamerhe. Quand j'ai quitté le pays en 1997, je n'avais jamais entendu le nom de Kamerhe. Il était qui? Je ne l'avais jamais entendu.
S'il y a un Congolais qui avait vu Kamere à la télévision avant 1997, qui me donne cette vidéo. Mais Kamere n'était pas connu. Moi qui étais conseiller spécial du chef de l'État, je ne connaissais pas Kamere. Comment ma mère, cette vieille de 90 ans, pouvait aller regarder la télévision pour voir Kamere? Elle allait le voir où? Pour l'admirer comme Petit Mbanda. Peut-être que lui, il m'admirait pour ressembler à moi. Mais ma mère ne le connaissait pas. Comment ma mère pouvait le voir? Il allait voir dans quelle télévision? Parce qu'à la RTNC, Kamere n'était pas passé jusqu'en 97. Moi, conseiller spécial, je ne le connaissais pas. Vous voyez à quel point on peut être mythomane. Et puis quand il parle même de cette rencontre, voilà, le président, il a même fait entendre que le président Eyadema m'a demandé si je peux demander au président l'intervention en sa faveur. Mais il est simplement malade. Il faut qu'on le soigne. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que lui, il restait à l'hôtel du 2 février. Moi, je le savais. Mais il ne sait pas où moi je logeais. Moi, j'ai logé à l'intérieur de la résidence à Lomé 2, dans le camp militaire chez le président Eyadema. Et pour le voir, le président Eyadema a dû me donner l'autorisation et il a dû prendre des précautions. Il m'a dit, il ne faut pas que cet homme, il ne faut pas aller le voir dans son appartement. Vous devez la rencontre doit se faire dans un bar de l'hôtel à un lieu public pour que mes services ne vous perdent pas des yeux. Personne n'avait confiance en lui. Et puis alors, quand il dit, je lui ai demandé des services pour entrer au pays, c'est là où le bonhomme est encore plus ridicule. Quelqu'un que je viens de rencontrer pour la première fois de ma vie pendant 20 minutes. Mais ce que Kamere ne sait pas, c'est que je dis simplement aux Congolais pour montrer à quel point un homme comme cela a atteint un degré de mensonge qui est devenu un peu au niveau de la mythomanie. Mais moi, j'ai connu plusieurs personnalités qui ont fait appel pour que je rentre au pays avant et après Kamere. En 97, Museveni. En 97, Kagame. Ils m'ont contacté via Massetla, le chef des services de renseignement de l'Afrique du Sud, pour que j'aille rejoindre, pour former la rébellion qui devait combattre Laurent Désiré Kabila en 98. J'ai dit non. Je suis monté à Paris, 98, 99. Célestin Kabouya Lumuna, un ami et un frère, qui était avec moi dans le cabinet du président Mobutu. Laurent Désiré Kabila l'a envoyé auprès de moi, 2 fois. Je l'ai remercié, il m'a dit, Honoré, je viens, j'ai gardé un très bon souvenir de vous, vous avez été bien avec moi à côté du président Mobutu, vous me défendiez même contre vos frères. J'ai dit, je sais ça Célestin, je ne l'ai pas fait pour ça. Non, mais Laurent Désiré Kabila m'a envoyé, le billet est là, nous allons, parce qu'il veut travailler avec vous. J'ai dit non. Je ne suis pas ici, je ne veux pas entrer dans les détails. Il y a eu des chefs d'État auprès desquels Kaname est passé pour passer les messages, pour me demander, pour leur demander de me demander de rentrer au pays, qu'il y avait même des garanties de sécurité de l'ONU. Le défunt doyen Bongo, il est passé par là. Bongo me l'a dit en riant. Bazo benga yozo nganamboka. Et il rit. Moi j'ai dit oui, ils savent ce qu'ils veulent, mais je n'irai pas. Le président Gbagbo a reçu la demande. Il y a eu d'autres présidents que je ne cite pas. Léon Kengo Adondo,
Aussi, au vu de tout le monde, il a fait la campagne pour mon retour au pays. Il m'a envoyé des gens et des missions pour dire rentrer dans le cadre de leur négociation pour la réconciliation nationale. Il m'a envoyé des gens, il a fait des propositions, j'ai dit non. Alors, les gens qui me connaissent, les gens qui viennent avec des propositions, parce que ces gens-là, je les connais. Ce sont des gens avec qui je me connais. Et des gens qui ont des notoriétés. Alors, un Vital Kamerhe que je ne connais pas, que je vois pour 20 minutes, c'est à lui que je vais dire, Papa Vital, s'il te plaît, va demander à Kabila pour que je rentre. Voyez. Monsieur le Président, je veux ajouter qu'il est même en contradiction avec ses anciens collègues du PPRD tels que Omalanga et Kassamba, qui eux disent que vous n'avez pas de raison, vous n'avez pas d'excuse donc à entrer au pays. Mais écoutez, Grégoire, mais eux, même ceux qui crient là-bas pour que je rentre au pays, mais ils savent, ce sont comme des chiens de chasse. Parce que tous ces gens-là, ils ne savent pas ce qui se passe au fond là-bas. Ils sont en contradiction justement avec lui. Aujourd'hui, au moment où nous parlons. Mais ils ne savent pas qu'il y a eu, quand les petits journalistes viennent crier à la voix à leur télévision pour que je rentre au pays. Mais c'est parce que eux, ils ne savent pas la réalité de ce qui se passe réellement à l'intérieur. Les Kassamba. Quand Kassamba vient dire, ah, il peut rentrer au pays et tout cela. Mais au moment où Kassamba dit que je peux rentrer au pays, il ne sait pas que le 9 de ce mois où nous sommes, le mois de mars, le lundi 9 au mois de mars, à Kingakati, il s'est tenu une réunion avec les généraux Olenga et Tumba, avec Kalev Delaner, avec les frères Kanambe, les frères de Kanambe Zoé et Jeannette, et avec d'autres tueurs à gages. Le but, le seul objet, c'était quoi? Il faut que Mbanda meure avant 2016. C'en est trop. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé 8 cadavres des Rwandais qui ont été exécutés. Ah, ils ont dit, ça c'est les hommes de Mbanda qui l'ont fait. Et il faut par tous les moyens qu'on puisse en finir, parce que maintenant, surtout avec tout le travail que nous sommes en train de faire, ça les rend malades. Alors, ils ont même maintenant recouru au service d'un agent des services de renseignement français, que personnellement je ne connais pas, un certain François Caballo, d'origine marocaine. Je vais écrire aux autorités françaises pour signaler cette situation et leur demander si c'est eux qui se sont impliqués auprès de Kanambe pour chercher ma vie. Je vais leur écrire officiellement. Donc vous voyez, ce sont les petits, les autres là, moi je les considère comme les idiots utiles entre les mains des Rwandais qui sont en train de les utiliser pour pouvoir me distraire. Mais je ne suis pas un homme qu'on distrait. Parce que ce qu'ils font chez eux, je suis au courant. Donc, ce que Kamerhe est en train de faire, en fait, mes frères, Kamerhe est en train de vouloir distraire les Congolais. Le problème est si simple. J'ai dit à Vital, Vital, vous n'êtes pas Congolais.
les renseignements que moi je possède me confirment que ton père n'est pas congolais. Si tel est le cas, alors produis-moi et produis au peuple congolais l'arbre généalogique. C'est si simple. Est-ce que pour qu'un homme politique produise l'arbre généalogique de son père, il faut pendant plus d'une année faire des entourloupettes? Sa mère sort, fait des discours, des entourloupettes, mais est incapable de produire aux Congolais l'arbre généalogique de son mari. Le fils est incapable de produire l'arbre généalogique de son père. Quand j'ai insisté, les idiots, les Congolais idiots utiles qu'ils utilisent, ont crié sur moi: ah, vous êtes en train de demander à Kamere, mais où est votre arbre généalogique? J'ai demandé à maman Candide Okeke, j'ai dit: mon arbre généalogique dort dans tes archives, mets ça. Elle a sorti l'arbre jusqu'à la 4e génération. Lui, je ne lui demande pas la 4e génération. J'ai dit, montez jusqu'à la 2e génération. C'est-à-dire, dites-nous qui est le père de ton père et la mère de ton père. Stop, arrêtez-nous là. C'est tout. Et rien que cette demande-là, pendant des années, Kamere doit faire des acrobaties et des entourloupettes partout. J'ai même entendu, on m'a fait rapport, il a dit à un Congolais qui lui a posé la question: mais vous avez dit vous-même que dans votre diplôme, il a été écrit Vital Kamere. Il dit non. Si vous me montrez la vidéo dans laquelle j'ai dit ça, je vous donne mon unique ma résidence. Je ne sais pas si cela est vrai. Mais j'ai dit, mais tout cela montre à quel point ça devient maladif. Le problème est si simple. Le problème est simple. Donner l'arbre généalogique. Vous savez pourquoi il a peur de l'arbre généalogique? Parce que donner l'arbre généalogique, vous allez nous dire: ah non, j'ai mangé le pondou chez mon collègue tel, j'ai grandi avec tel, on était à l'une. Ça ne fait pas de vous un Congolais. Manger le pondou avec X ou Y, ça ne fait pas de vous un Congolais. Vous qui êtes nés en Europe, et nos enfants qui sont nés en Europe, qui ont grandi en Europe, c'est parce qu'ils sont nés avec les Français, ils ont grandi avec les Grecs qui sont Français et Grecs. Mais enfin, Vital, soyons sérieux. Pourquoi tous ces entourloupettes? Donnez-nous l'arbre généalogique. C'est ce que j'ai demandé à Kanambe. Vous n'êtes pas Congolais. Ah non, mon père c'est Laurent Désiré Kabila, a dit faites le test ADN. On dit non, moi je ne peux pas me prononcer sur l'identité de Laurent, de Joseph Kabila. Je suis un homme d'État. Mais c'est quel argument ça? On est là dans quel pays? Les sénateurs qui ont réclamé à Obama sa carte, son attestation de naissance sur le sol américain, ne sont pas des hommes d'État parce qu'ils ont réclamé les documents devant prouver que Obama est réellement citoyen américain. Mais franchement, le Congo est devenu un pays où nous marchons sur nos têtes. Voilà pourquoi j'ai dit la Vital Kamere ne doit pas distraire les Congolais. Nous ne refusons pas les étrangers. Vous êtes Rwandais, vous êtes Burundais, vous êtes Camerounais, vous êtes le bienvenu. Mais dites-nous simplement, si vous voulez devenir Congolais, il y a une procédure. Notre pays, ce n'est quand même pas, comme on dit en lingala, un Koundé, où on vient, on jette n'importe quoi. Si vous êtes Rwandais, mais il y a une procédure pour devenir Congolais. C'est comme vous êtes en Europe là-bas pour devenir Français, devenir Allemand, devenir Belge. Mais il y a une procédure. Pourquoi on nous le refuse? Quand nous réclamons que les étrangers qui entrent chez nous
clarifient leur dossier, alors on nous taxe de tous les noms. Non, ça ne peut pas être comme ça. Ça doit finir, surtout que maintenant, nous souffrons d'une crise identitaire. Merci beaucoup. Oui, merci, Monsieur le Président national de la Pareco. Avant de clôturer ce chapitre, avant aussi que je ne remette la parole à Kerwin, puisque nous parlons Caméré, parlons aussi de Herman Cohen, l'ancien sous-secrétaire d'État américain, qui récemment, il est vraiment dans les news, après avoir invité la classe politique congolaise. Il a particulièrement invité Vital Caméré, et que lors d'une de ses rencontres avec Caméré, il y a eu quand même un incident. Herman Cohen a proféré des insultes vis-à-vis des Congolais, et puis il a tenu des propos qui ne seraient pas vraiment acceptés par les Congolais. Et comment jugez-vous, ou comment évaluez-vous alors l'incident qui s'est passé et qui a même dû annuler la conférence que Caméré devait tenir aux États-Unis en présence d'Herman Cohen? J'ai suivi la vidéo de cet incident. Et vous allez peut-être être surpris, ça m'a beaucoup réjoui. Je vais m'expliquer. J'ai été heureux. Et je vais vous dire pourquoi j'ai été heureux. Regardez plutôt le déroulement des événements, parce que j'ai regardé ça au moins 4 fois. Regardez l'attitude de Cohen tout au début. Il a voulu traiter, terroriser le jeune Congolais patriote. Le jeune patriote congolais là. Get out! Il a voulu le chasser comme un chien. C'était le moment capital. Quand j'ai regardé la vidéo pour la première fois, j'ai dit, ici c'est capital. C'est pas Cohen que j'ai regardé le jeune Congolais. J'ai regardé comment il allait réagir. Et j'ai vu ce jeune s'arrêter et redresser les épaules et avancer vers Cohen. Et j'ai dit, bravo. Le message est passé. Ce jeune a avancé vers lui. Il dit, jamais je ne sors. On l'a menacé. Il a dit, va appeler la police. Pour mon pays, je meurs. Je n'accepte pas que le Rwandais vienne parler de mon pays ici aux États-Unis. Grégoire, Kerwin, pour moi, c'était le message. Ça, c'est la première partie. C'était le message. Ça veut dire que là, ce garçon a poignardé la stratégie du chaos constructeur. Vous me comprenez? Il a poignardé ces gens. Là, il a détruit le mythe que ces gens sont en train de construire chez eux, de leur faire croire que le Congolais est dominé et qu'ils font du Congolais ce qu'ils veulent. Et regardez la réaction de Cohen. Quand ce garçon s'est dressé, Cohen s'est rétracté dans son coin et il est resté immobile. Il a ruminé son échec, il a ruminé sa défaite, il a ruminé son humiliation. Et tout cela a été explosé dans cette bêtise qui a fait qu'il a exposé sa nudité, c'est-à-dire la saleté de son homme extérieur, la nullité de son homme extérieur. Il a montré comment il est prédateur en sortant cette bêtise, cette saleté qui ne pouvait pas sortir de la bouche d'un homme d'État qu'il est, ou pour moi que je pourrais dire qu'il était. Parce que des choses pareilles ne peuvent pas sortir de la bouche d'un homme d'État. Mais cela devrait être un message pour vous les jeunes. J'ai dit, Grégoire Kerwin, c'est un message pour vous les jeunes, qui montre que
quand vous saisissez réellement la vraie valeur de ce que vous êtes, de ce que représente votre pays, de votre droit, et que vous vous mettez debout, alors vous allez acculer, que vous êtes capable d'acculer l'homme blanc. Parce que dans cette situation, vous êtes en train de démystifier tout un système de mythes qui a été construit depuis des siècles. C'est à vous, à votre génération, de pouvoir déraciner cette aliénation mentale qui habite vos pères que nous sommes, la plupart de notre génération. Ce problème est que je plains de toute cette classe politique qui monte pour aller chercher le quitus en Europe. C'est cela qui fait que pour l'homme politique, pour l'homme congolais, c'est ça que moi j'appelle le complexe du larbin. C'est pour que l'homme congolais puisse avoir de la notoriété, il faut qu'il soit agréé par l'Occident. C'est ça. Pour que vous puissiez apprécier un homme politique, il faut que l'Occident puisse l'agréer. Et c'est cela que ce jeune homme, par cet acte-là, a détruit. Ça, c'est un gros message pour moi. Et je pense que c'est un grand message pour vous. Et c'est pour cette raison que la réaction de Herman Cohen montre bien la colère. Parce que vous voyez qui est Herman Cohen. Rappelez-vous qu'il y a quelque temps, c'est lui qui est passé dans une télévision d'un Congolais à New York, où il a dit, pour nous, au département d'État, le Kivu fait déjà partie du Rwanda. Et c'est ça, à partir du moment où maintenant son candidat rwandais, comme il a déjà confirmé à ses frères là-bas, que je vous fais venir un candidat rwandais qui viendra avec les idiots utiles, les collabos congolais. Et maintenant qu'il voit un Congolais qui se dresse contre ce système, il est complètement déboussolé. Et moi, je crois que Dieu fait bien les choses. L'action de ce garçon devrait vous servir de leçon et de modèle pour que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes réellement et de ce que sont les autres réellement. Merci beaucoup. Merci. Kerwin. Oui, Grégoire, pour terminer, disons, on va vers la fin de cette interview. Nous sommes au mois de mars, hein, c'est le mois consacré à la femme. D'autant plus que la journée de 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Alors, nous sommes originaires d'un pays où un des endroits le plus dangereux pour la femme au monde. La femme congolaise a tout subi. Humiliation, dévalorisation, assassinat, viol, c'est la totale. Aujourd'hui, le Brésil vient d'incorporer dans son code pénal les crimes de fémicide, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Alors, on peut terminer cette interview sans poser à M. Honoré Mbanda la question de savoir quel message a-t-il par rapport à ce mois de la femme à l'endroit des femmes congolaises. Et moi qui ne suis pas de la PARECO, j'ai envie aussi de lui poser la question de savoir quelle est la politique de la PARECO vis-à-vis des femmes. Merci beaucoup, Kerwin. Je réponds d'abord à la première question. Quel est le message que j'ai à adresser à la femme congolaise? Je vous décevrai peut-être dans ma réponse, mais je vous dis, je n'ai pas de message à adresser à la femme congolaise.
et je m'explique. En tant qu'homme, j'ai honte de regarder la femme congolaise dans les yeux et de lui parler. En ce moment, en cette période où le monde élève les femmes partout dans le monde, dans leur pays, moi, j'aimerais plutôt m'adresser à mes compatriotes hommes congolais pour leur poser une certaine question. Qu'avons-nous fait de nos femmes? Pourquoi avons-nous laissé tomber nos femmes? Sommes-nous encore dignes d'être considérés des hommes au moment où des étrangers chosifient nos femmes devant nous, violent nos filles, nos bébés, nos grands-mères, détruisent les parties génitales de nos femmes? Au moment où la femme congolaise est utilisée comme arme de guerre, son corps est utilisé comme arme de guerre, et nous sommes en train de composer, de manger, de rigoler, et même de se faire corrompre par les violeurs, les oppresseurs, les bourreaux de nos épouses, de nos femmes, de nos filles, de nos enfants. Est-ce que nous sommes dignes d'être considérés comme père, comme mari, comme grand frère, comme petit frère? Ça c'est le message que j'ai. Mais j'ai honte comme homme aujourd'hui de regarder une femme dans les yeux. Tout ça, la canine pour la. Une femme congolaise aujourd'hui ne peut plus circuler. La Congolaise avait de la valeur. Kervin. La Congolaise avait de la valeur en Afrique et dans le monde. La Congolaise était respectée, mais regardez dans nos frontières aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé à Brazzaville. Regardez ce qui se passe en Angola. Regardez ce qui se passe au Kivu. Demandez à Dr Mukwege, qui est devenu le mécanicien des parties génitales des femmes. Vous pouvez vous rendre compte. Et nous sommes là. On dit qu'il y a une classe politique. On dit qu'il y a une armée. On dit qu'il y a une police. Dans tous les pays du monde, quand on viole une femme, vous voyez, c'est tout le pays qui est debout. Mais chez nous, le viol d'une femme congolaise, c'est comme une mouche qu'on a écrasée. Alors ne me dites pas que je puisse avoir un message. Quel message je peux donner aux femmes congolaises? Il n'y a pas de message à donner aux femmes congolaises. C'est la honte. Nous devrions, moi j'ai dit, pour moi, c'est la honte. Je n'ai pas la force de regarder la femme congolaise dans les yeux. C'est pour cette raison que, pour répondre à votre deuxième question, si vous prenez notre projet de société, vous verrez clairement l'importance que nous accordons à la femme congolaise dans notre société. Nous élaborons tout un programme dans notre structure, que ce soit au niveau de notre exécutif. Il y a un département qui est consacré à la femme.
dans mon cabinet, c'est une maman qui dirige mon cabinet. C'est une maman qui se bat nuit et jour. Et cela me permet de voir la différence entre les femmes et les hommes. Parce que vous voyez, quand les femmes s'occupent d'un dossier, c'est différent par rapport aux hommes. Parce qu'il y a une dimension plus profonde chez la femme. J'estime que dans notre pays demain, la femme doit occuper le premier plan. Parce qu'aujourd'hui, pendant la crise, qui tient le pavé, c'est la femme. Regardez les images à l'est du pays. Vous ne voyez pas des hommes. Hein? C'est toujours des femmes avec de la nourriture sur le dos. Il a les enfants sur le dos. Il a les bagages sur la tête. Elle est au travail partout. C'est pour cette raison que la femme doit être pour moi le moteur de la production, le moteur du développement, le moteur de l'éducation. C'est tout un programme. Nous, dans la Pareco, il y a deux priorités. Il y a la jeunesse et la femme. Ce sont nos deux priorités. La jeunesse, la promotion de la jeunesse et la promotion de la femme. La jeunesse aujourd'hui est détruite comme la femme, elle est détruite. Nous avons un vaste programme pour l'éducation demain, comme nous avons un vaste programme pour la reconstruction de la femme demain. Je n'ai pas le temps pour aller plus en profondeur. Peut-être qu'une prochaine fois, nous pourrons même en faire une émission spéciale si vous le désirez, parce que c'est mon thème de préférence. Mais je vous dis, pour cette question que vous avez posée, c'est une question qui me touche beaucoup. Et je vous dis, je n'ai pas le message pour la maman, j'ai le message que j'ai donné pour les hommes et je vous remercie. Merci énormément. Voilà, merci Monsieur le Président. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez votre mot de la fin avant que nous clôturons notre entretien? Nous avons tout dit, le mot de la fin ne viendra que lorsque nous aurons libéré le pays. Mais ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, le Congo doit être debout, la jeunesse doit être debout. Il faut, ce que moi j'invite, c'est la classe politique de mon pays. Arrêtons un peu de nous chamailler, de nous injurier, faisons le vrai débat. Amenons les vrais arguments sur la table. J'ai posé ici le problème, j'ai posé le problème du diagnostic de mon pays. Je suis un homme, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le monopole de la vérité. Je demande à mes frères congolais, je ne parle pas des Rwandais et de ceux qui servent les Rwandais, je parle de mes frères congolais qui sont intéressés. Je peux me tromper, vous pouvez vous tromper, nous pouvons engager un débat entre nous, un débat d'idées. Comme j'ai développé ici, la stratégie du chaos constructeur, que l'on me dise c'est faux. J'ai dégagé les éléments sur l'occupation du pays par l'enquête que je produis, qu'on me dise si c'est faux ou si c'est vrai. Quand cela est vrai, comme Martin Fayoulou, quand il est venu à Kinshasa, en Europe, je termine peut-être par là pour relever ce détail qui est important. Quand Martin Fayoulou est venu en Europe, les Congolais m'ont demandé, mais les gens m'ont demandé, quelle est la consigne? Parce que Martin Fayoulou, j'ai dit, il est Congolais. Quand il vient, engageant un débat d'idées avec lui, allez discuter avec lui, amenez-lui nos documents, amenez-lui l'enquête que nous avons faite, posez-lui la question, a-t-il lu l'enquête? Si le pays est occupé, comment compte-t-il organiser les élections dans ce pays-là? Posez-lui cette question.
Parce que nous sommes tous des frères, c'est notre pays à nous tous. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous devons continuer à dialoguer, à discuter, à débattre pour essayer d'aller de l'avant. Moi, je ne suis pas pour les élections parce que je suis convaincu qu'on ne sortira pas la solution par les élections. Ceux qui sont pour les élections, eh bien, qu'ils nous donnent les arguments. Je ne vois pas des arguments convaincants. Nous devons appeler le peuple à un soulèvement populaire pour rapidement, avant 2016, mettre fin à ce processus d'occupation pour qu'enfin nous puissions alors maintenant préparer les conditions d'une véritable élection. Voilà ce que je peux dire et c'est l'appel que je fais à la jeunesse d'être debout et à mes compatriotes de l'opposition qui sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord, que nous puissions débattre. Que celui qui pense que moi j'ai tort, qu'il m'amène des arguments, pas des injures. Moi j'ai amené des arguments, je n'ai injurié personne. Que celui qui croit que Honoré Mwanda a tort, qui dise Honoré, vous avez tort, ce que vous avez dit là, ce n'est pas exact. Ici, c'est exact. Le pays n'est pas occupé. Nous pouvons faire les élections parce qu'il y a ceci. Nous avons fait les élections. Comme j'ai dit, le peuple congolais vote, mais il n'élise pas. C'est lui qui a la preuve contraire que le peuple congolais a voté et que les hommes qui l'ont voté ont été élus, qui me donnent les éléments. Voilà, je vous remercie pour votre invitation et je souhaite à toute la jeunesse d'être debout pour que nous puissions amener une grande révolution qui mettra rapidement fin à ce système d'occupation. J'ai dit et je vous remercie. Merci, merci Monsieur le Président de l'APARECO, M. Honoré Mwanda Zambo Tumba. C'est la fin bien sûr de notre entretien d'aujourd'hui. Je saisis cette occasion vraiment pour vous remercier de tout cœur d'avoir accepté notre invitation, malgré vos multiples occupations. À Kerwin, merci, confrère, d'avoir accepté de partager ce plateau virtuel de nos médias patriotiques. Le plaisir était partagé et surtout merci de m'inviter. Merci Kerwin, donc à tous et à tous qui nous ont suivis ce soir, merci pour votre fidélité. Pour l'instant, restez toujours branchés sur les médias patriotiques pour toujours nous suivre. Notre pays est occupé et dans un pays occupé, on ne peut jamais organiser des élections. Merci beaucoup et à la prochaine. loboko na yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama mpe baye Kongo bambo na nkembo na yawe. Sembola loboko tomona nguya na yoe katina ekolo na biso osala ya minene utayo banda na bato mokongisi nini bona mboka tomeli na pasi ya eton kutu yaka to bandela elongo na yoe yaka mokonzi yaka to bandela motonga ekolo elongo na yo tale tuluku ya basomi ya Kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote epai na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo na yo. Sembola loboko na ekolo tolingi tomona embo. Sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila mayesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makila mayesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka. Moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Sembola loboko tomona elo tolingi tomona elonga na yo na kombo na Yesu toyembi elonga elonga elonga
ese elonga elongo na Yesu elonga 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 akitisa moto na mboka ya Kongo tobeleli moto na mboka ya Kongo loboko mobali esala bokeseni tokango na mboka elongo na yo elongo na Yesu elonga eza